Bonjour Olivier Faure. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous dirigez le Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. La crise sanitaire est toujours devant nous. Le gouvernement a décidé hier, il va l'annoncer officiellement puisqu'Olivier Véran sera l'invité de TF1 d'LCI ce soir à 20 h, de laisser fermer les stations de ski. C'est une économie qui risque de beaucoup souffrir. Vous comprenez la décision ou vous déplorez la décision? Non, je la déplore parce que je ne la comprends pas. Et j'aimerais en réalité avoir des explications. Une remontée mécanique alors que les stations sont visiblement pleines, il y a des gens qui y sont. Pleines, il y a des gens. Il y a des gens. Oui. Donc ça ne dissuade pas les gens de venir. Donc ils sont présents. Ensuite, on leur dit qu'il n'y a pas de remontée mécanique, mais je ne suis pas un grand skieur, j'ai même jamais skié de ma vie, mais je n'avais pas compris que quand on montait sur une remontée mécanique, on était à proximité de qui que ce soit. Et donc je ne saisis pas pourquoi le métro, le RER, le train, l'avion, c'est possible. Par contre, on ne peut pas faire une remontée mécanique. Ça, c'est vrai que ça me... Je crois que les remontées mécaniques sont fermées pour éviter que trop de gens ne viennent et donc pour éviter Mais ils viennent. Et des déplacements en très faible nombre, puisque les commerçants sur place se plaignent d'une perte considérable de chiffre d'affaires, pour éviter les déplacements de population. Mais c'est un peu comme les restaurants. En fait, ce que vous souhaiteriez, c'est que l'économie soit plus ouverte qu'elle n'est aujourd'hui. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une forme de logique et qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a des victimes expiatoires avec des professions qui, pour donner le sentiment qu'on fait quelque chose, sont punies pendant que les autres ne le sont pas. Et c'est ça qui me choque, parce que je vois bien... que les restaurateurs sont punis ? Mais les restaurateurs, c'est un peu différent parce qu'on sait très bien que c'est un lieu dans lequel, en fait, on est sans masque et dans lequel on converse et qu'il y a contagion possible. Mais en dehors de certaines professions, pourquoi est-ce que le monde de la culture... Que diable, pourquoi le monde de la culture est-il condamné à l'inaction? Dans un théâtre, dans un cinéma, vous pouvez être assis à deux rangées, vous avez les distances possibles, vous avez des protocoles qui avaient été adoptés par ces lieux culturels et malgré tout, ils sont fermés aujourd'hui. Je ne le comprends pas. Et en tout cas, vous avez raison, on devrait comprendre ce soir que ces mesures-là sont maintenues. Sur les vaccins, vous êtes plus rassurés. 700 000 personnes sont vaccinées. Hier soir, elles étaient 690 000, donc l'objectif du million avant la fin du mois sera visiblement atteint. Et c'est un peu un paradoxe. Beaucoup d'élus locaux sont en colère. Alors, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous en déduisez, vous, Olivier Faure? J'en déduis quelque chose d'assez simple. D'abord, depuis le mois d'octobre, pas depuis janvier, depuis octobre, nous avons prévenu le gouvernement qu'il fallait mettre en place une chaîne logistique, faire en sorte que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Parce que vous dites, on aura le million. Oui, on aura le million, d'accord, d'abord parce que le gouvernement a changé de braquet, et tant mieux, sous la pression. Mais la réalité, c'est que sur les 27 pays européens, nous sommes, en termes de rythme, nous sommes le 25e. C'est dire que nous ne sommes quand même pas très brillants. Nous avons aussi la population la plus rétive à l'idée de se faire vacciner. Mais la population rétive, c'est celle qui n'ira pas se faire vacciner, mais celle qui veut se faire vacciner. Vous, j'espère, moi en tout cas j'y suis prêt, donc j'espère bien que ceux-là au moins peuvent se faire vacciner. Et puis après ils entraînent les autres, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et quand nos maires disent aujourd'hui qu'ils sont en colère, je les comprends. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont absolument jamais été associés à la décision. Donc on vous appelle 2 jours avant, le préfet vous appelle et vous dit on va ouvrir un centre chez vous. Très bien, comment est-ce qu'on organise les choses? Comment est-ce qu'on organise le dernier kilomètre? Personne ne sait. Quand le centre est ouvert, rien n'est dit sur le nombre de doses qui vont arriver. Donc vous avez aujourd'hui des centres qui ont été ouverts et qui vont fermer la semaine prochaine. Mais enfin, c'est quoi? C'est de l'incompétence? C'est de l'impréparation, de l'improvisation, comme à chaque fois. Comme sur les masques, comme sur les tests, comme sur l'isolement, comme sur le traçage. On a le sentiment que jamais ils n'ont tiré aucune leçon de ce qui leur arrivait. C'est ça qui est dramatique. Hein. Qui est responsable de ça? Les ministres qui sont pas bons? L'administration qui... ne marche pas bien? Quel diagnostic vous faites de cette situation, Olivier Faure? Le diagnostic, c'est qu'on a... De toute façon, c'est jamais... Enfin, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont responsables. C'est même pour ça qu'ils ont été nommés. Et donc, c'est à eux d'assumer. C'est à eux de... Quand ça ne marche pas dans l'administration, eh bien, c'est à eux de faire en sorte que ça marche. D'ailleurs, je crois avoir compris qu'ils pensaient que ça ne marchait pas. Et donc, ils ont fait appel au privé. Ça ne marche pas mieux. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Et moi, je pense que le problème, le ver dans le fruit, il vient du fait qu'on a un pouvoir qui est très centralisé, qui est encore plus centralisé... D'aujourd'hui, hein.
le Conseil de défense, ça date d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte que nous ne savons même pas qui siège au Conseil de défense. C'est-à-dire qu'on a des décisions qui sont prises aujourd'hui, vous ne savez même pas qui les prend autour du chef de l'État. Eh bien, ça n'est pas normal. Et donc, vous avez là, effectivement, un sujet avec donc un pouvoir qui se méfie de tout le monde, qui n'associe personne et qui ensuite essaye de transférer la faute, la responsabilité sur les autres. C'est pas très bien. Je vous renvoie un papier ce matin du Parisien qui raconte le Conseil de défense d'hier. Et donc, il y a des noms de participants, à défaut de les avoir tous. À votre avis, Olivier Véran, puisque si je comprends bien votre propos, c'est pas un bon ministre. Il devrait démissionner? Non, mais moi, je ne suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Je ne suis pas là pour dire qu'il doit démissionner ou pas. Je dis simplement que il y a beaucoup d'improvisation, que c'est même agaçant d'avoir des ministres ou un Premier ministre ou un président de la République qui à chaque fois nous font la leçon, alors même qu'ils pourraient quand même de temps en temps avoir au moins l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont pas des champions du monde. Et à partir de là, on pourrait s'entendre. Et moi, je souhaite depuis le début, non pas être dans une forme d'opposition systématique, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ça marche, parce que nous avons une situation sanitaire qui est suffisamment grave pour que nous ne soyons pas à jouer les uns contre les autres. Mais j'aimerais pour cela qu'on ait un pouvoir qui associe, qui cherche à faire en sorte que les collectivités locales ne soient pas considérées comme des adversaires, mais au contraire comme des alliés qui peuvent permettre de pallier les difficultés que l'État rencontre régulièrement. Et en même temps, est-ce qu'on peut convenir que la situation aujourd'hui en France est moins dramatique qu'en Grande-Bretagne? Record de morts hier avec 1800 morts, et puis moins difficile aussi qu'en Allemagne où tout est fermé. Les commerces dits secondaires, les écoles, l'Allemagne a beaucoup de mal à faire face à la pandémie, et la France, qu'à un cas, moins de morts, un huis clos à 18h, mais pas une fermeture complète. Donc on ne gère pas plus mal que les autres finalement. C'est pas une question de gestion, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exposé de la même... Vous pourriez aussi dire dans ces cas-là que, je sais pas moi, le Soudan se débrouille mieux que la France. Mais c'est pas... Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que les Allemands, les Britanniques, les Espagnols, est exposé de manière différente au virus. Il y a des pays où on est plus ou moins exposé, il y a des pays... Et après, il y a une réponse qui est une réponse gouvernementale qui cherche à endiguer la crise selon les phénomènes auxquels on est exposé. Quand vous avez le variant anglais, qui pas de nationalité, mais enfin qui est apparu, la situation ça explique beaucoup ce qui se passe là-bas. Donc si nous avions aujourd'hui un variant anglais qui prenait possession du territoire français, malheureusement, le risque, c'est que nous ne nous débrouillons pas mieux que les Anglais. Aujourd'hui, c'est lié donc à des situations sanitaires différentes et malheureusement, sur la gestion de la crise, on ne peut pas dire que nous soyons champions du monde. Martine Aubry, maire socialiste de Lille, lundi, je la cite, « Ma conviction, c'est qu'on est vraiment dans une pénurie de vaccins, que le gouvernement nous dise la vérité. » Donc le gouvernement nous ment. Vous partagez le point de vue de Martine Aubry? J'aimerais que le gouvernement, effectivement, dise la vérité. J'aimerais qu'ils disent aux collectivités, quand on leur dit « ouvrez un centre », avec des capacités qui soient, je sais pas, de 2000 par jour, et qu'ensuite on vous amène 30 doses. Il y a un moment où vous pétez les plombs. Oui, parce que, elle a pété les plombs, Martine Aubry. Elle s'est agacée, ça lui arrive. Et elle a raison de dire que ça n'est pas normal de traiter ainsi les collectivités locales. Et le gouvernement dise la vérité, elle a raison de dire ça? Oui. Nous ment le gouvernement? Le gouvernement, par omission, est régulièrement dans, effectivement, une forme de... cache les choses, ne dit pas... Il a cherché à compenser la faiblesse du dispositif initial en affichant des objectifs incroyables. Et donc, on vous donne 26 millions de vaccinés au mois de juin. Personne ne sait comment on y arrivera. Mais enfin... Et maintenant, puisqu'il fallait dire, ben non, on démultiplie, etc. Donc on a dit non seulement les plus de 75 ans, non seulement les EHPAD, non seulement les soignants. Donc à force, on a créé, en fait, nous-mêmes, enfin le gouvernement a créé l'embolie avec des collectivités qui sont ensuite sur le terrain et ce sont eux qui se font engueuler. Et donc ils trouvent ça assez injuste et je le trouve avec eux. Bon. Madame Pannier-Runacher, qui est ministre, a dit Martine Aubry est agressive et irresponsable. Voilà, c'était la réponse. Quand Madame Pannier-Runacher aura les états de service de Martine Aubry, on pourra en reparler. C'est une question d'état de service, d'accord. Un test peut-être, il y a un sommet européen informel aujourd'hui, peut-être qu'un test sera décidé pour passer d'Allemagne en France ou de France en Grande-Bretagne. Enfin, ça existe déjà, de France en Espagne. Un test PCR sera obligatoire, ce qui est quand même l'embryon du passeport sanitaire. Bonne décision ou pas, Olivier Faure? Oui, bonne décision. Quand vous avez des variants qui circulent et qui circulent, le risque, c'est que, évidemment... Il faut protéger les frontières. Mais
En tout cas, provisoirement, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut ralentir le rythme d'arrivée. Je ne dis pas que c'est un absolu. En réalité, on sait très bien que le variant va finir par débarquer partout. Il est déjà d'ailleurs dans notre territoire. Mais si on veut éviter que la contagion ne soit trop rapide et ne vienne emboliser nos hôpitaux, effectivement, il faut freiner son arrivée. Et donc, provisoirement, effectivement, il faut avoir des mesures de restriction à nos frontières pour éviter cette accélération. La crise sanitaire ne laisse pas beaucoup de place à d'autres sujets, mais un peu quand même, on va parler un peu de politique. Le gouvernement a adopté hier un projet de loi qui prépare l'idée d'un référendum, la possibilité d'un référendum. À l'article 1er de la Constitution serait écrite la nécessité de protéger l'environnement. Si ce référendum se produisait, est-ce que vous le souhaitez d'abord? Est-ce que vous appelleriez à voter oui ensuite? Mais c'est un peu... L'opération est tellement cousue de fil blanc, c'est tellement de la grosse ficelle, en fait, qu'on a peine à comprendre qui pourrait fonctionner. D'ailleurs, les Français ne marchent pas. Pour l'instant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on n'ira pas voter. Ah bon? C'est ce que disaient les sondages, en tout cas. Je ne sais pas s'il faut les croire. Non, mais vous, les sondages, moi, je m'en moque. Mais moi, ce que j'ai le premier secrétaire du Parti Socialiste. Moi, ce que je dis, c'est que... Est-ce que vous souhaitez que ce référendum ait lieu? Premier point, il faut d'abord vérifier que le texte qui nous serait soumis au vote serait un texte qui fait progresser le droit. Pour l'instant, je vois ce que disent les avocats en droit de l'environnement et ils nous disent l'inverse. Ils nous disent la charte de l'environnement qui est actuellement en fait de nature constitutionnelle protège davantage que ne protégerait ce texte-là. Premier point. Imaginons que le texte soit plus protecteur. Dans ce cas-là, je suis prêt à le voter. Mais je suis prêt à le voter dans le cadre d'un congrès. Pas besoin d'aller jusqu'à déranger les Français sur un sujet sur lequel tout le monde devrait être d'accord. Congrès, réunion des députés et des sénateurs. Exactement. Pour modifier la Constitution. Donc plutôt pas de référendum. Vous dites, Olivier Faure, je ne comprends pas pourquoi vous le dites, que Anne Hidalgo, maire de Paris, ferait une bonne présidente de la République. Et je ne comprends pas pourquoi je ne le dirais pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Ah oui. Parce qu'elle a dit plusieurs fois, alors c'est enregistré sur des images que la télévision peut rediffuser. Archivée, a-t-elle dit, je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle. Donc c'est fini. Elle l'a dit en juin. Oui. En juin, elle a dit je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle. Et elle dit c'est devant les caméras de quotidien. Archivé. Je ne serai pas candidate. Donc c'est pas la peine. Mais moi je préfère les gens qui se trompent et qui le reconnaissent plutôt que ceux. Mais je pense qu'elle s'est peut-être engagée un peu rapidement et qu'il est possible, elle n'est pas candidate, mais il est possible qu'à un moment donné vous soyez conduit à prendre vos responsabilités parce que vous êtes celui ou celle qui est le mieux placé pour faire évoluer votre pays, l'engager sur la voie de la transition écologique, etc. En fait. Je ne dis pas qu'elle serait obligée. Elle va avoir un peu envie, si elle n'a pas envie. Si elle n'a pas envie, elle n'ira pas. Elle n'est pas femme. Et alors elle a envie se laisser dicter sa conduite. Vous en avez discuté quand même avec elle? Oui, j'en ai discuté avec elle. Alors elle a envie ou pas? Elle m'a pas dit j'ai envie, j'ai pas envie. Elle m'a dit ma décision n'est pas prise. Vous lui avez posé la question? Oui, je lui ai posé la question. Elle m'a dit ma décision n'est pas prise. Donc je ne sais pas ce qu'elle fera. Et puis elle a dit, je n'ai pas envie. Donc... Mais je ne vais pas commenter ses envies. Je ne suis pas un spécialiste des envies d'Anne Hidalgo. Je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle fait partie des grands tempéraments dans la vie politique française qui pourraient être demain de bons gouvernants. Et moi, ce que je souhaite à mon pays, c'est d'avoir demain une alternance, en finir avec ce duo imposé Macron-Le Pen, et qu'on puisse... par la situation, quand vous avez des gens, non, par la division de la gauche, par son incapacité aujourd'hui à produire une offre collective et donc à être toujours dans Macron c'est horrible, Marine Le Pen c'est affreux, mais en réalité tout le monde fait tout pour que ce soit Macron et Le Pen. Bien, moi je souhaite que ce ne soit pas le cas. C'est du masochisme. Vous avez raison, il y a une gauche masochiste en France qui préfère en fait en permanence s'indigner, mais qui n'est pas capable de se rassembler pour justement passer aux choses sérieuses. Et moi je souhaite passer aux choses sérieuses. L'élection présidentielle, c'est pratiquement dans un an. Le Parti Socialiste... Un peu plus quand même. Un peu plus, oui, 13 mois, 14 mois, 15 mois. 16 mois, je crois. 16 mois, d'accord. Bon, si vous voulez. Toi, si je veux, c'est... Mais le Parti Socialiste est un grand parti, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de candidat. Pas bien. Vous êtes un provocateur. Ah bon? Mais vous savez très bien... je suis sûr que vous êtes attentif à ce que nous disons. Et donc, vous savez très bien qu'à partir du 4 février prochain, nous allons tous les mois délivrer, mois après mois, des bouts du projet des socialistes pour l'élection présidentielle. Pourquoi nous allons le faire comme ça? D'abord pour que ces idées puissent rencontrer l'opinion publique, mais aussi pour que nous puissions être challengés. C'est-à-dire que ce sont des propositions que je vais qualifier d'intermédiaires. Vous aurez la possibilité, vous, Jean-Michel Apathy, si on travaille... Premier sujet, ce sera l'emploi, le pouvoir d'achat, etc. Et on va dire, voilà, quelles sont nos propositions. Eh bien, il y aura une plateforme sur laquelle vous pourrez dire, ça, c'est pas mal comme idée.
mais je pense qu'il y a mieux. Ou bien, ce que vous dites là, c'est intéressant sur le principe, mais dans les faits, ça va se passer exactement à l'inverse. Donc, ça va être contre-productif. Et nous allons, donc, pendant cette année, profiter de ce moment pour pouvoir discuter, engager un dialogue avec les Françaises et les Français, engager un dialogue aussi avec les organisations professionnelles, les organisations syndicales, patronales, pour justement, en amont de l'élection, être en mesure d'engager ce dialogue qui malheureusement n'existe plus depuis que Emmanuel Macron est au gouvernement, qui lui a décidé de mettre de côté les corps intermédiaires. Donc le projet va commencer à être écrit. Vous n'avez pas envie, vous, d'être candidat, Olivier Faure, à l'élection présidentielle? Mais moi, j'ai toujours dit la même chose, c'est-à-dire que je considère qu'il faut choisir le ou la meilleure d'entre nous, le moment venu. Est-ce que vous pourriez être le meilleur? Si j'étais le meilleur, si les Français se levaient chaque matin en se disant « on veut absolument Olivier Faure ». Est-ce que vous y pensez? Voilà, tout simplement. Non, je pense qu'il faut prendre le ou la meilleure. Si je suis le ou la meilleure, je ne me déroberai pas. Mais je ne suis pas. Aujourd'hui, je suis suffisamment lucide, et c'est bien qu'il y ait des gens dans la vie politique qui soient aussi lucides. C'est que quand on n'est pas le mieux placé, eh bien, le mieux qu'on ait à faire, c'est de se ranger derrière celui ou celle qui peut y arriver à votre place et qui peut faire triompher vos idées. Merci Olivier Faure d'avoir Merci à vous, Jean-Michel Apelle. l'invitation d'LCI.